Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les studios de Mediapart. Aujourd'hui, nous allons débattre d'un phénomène qui risque de battre tous les records à l'élection présidentielle, une élection pourtant mobilisatrice, la plus mobilisatrice, c'est l'abstention. En effet, des prévisions montrent qu'elle pourrait franchir les 30%, c'est bien plus qu'en 2007 et en 2012, et c'est encore plus qu'en 2002, lorsque Jean-Marie Le Pen s'était qualifié au second tour de la présidentielle. Alors les raisons de s'abstenir sont multiples, colère, dégoût devant les affaires qui émaillent la campagne hors norme que nous vivons depuis quelques semaines, insatisfaction par rapport à l'offre, sentiment que voter ne change rien. Nous allons nous concentrer sur un aspect en particulier de ce comportement, l'abstention dite active, c'est-à-dire l'abstention dans le jeu politique, pour reprendre la formule de la sociologue Anne Muxel, l'abstention comme un acte politique assumé. Alors, nous avons pour en parler deux invités qui, chacun dans un ouvrage qui vient de paraître, appellent au boycott de l'élection présidentielle. Antoine Bueno, bonjour. Bonjour. Alors, vous publiez chez Autrement nos votes. Oui. Vous êtes administrateur au Sénat au sein du groupe centriste. Oui. Et ancienne plume de François Bayrou. L'une des anciennes plumes de François Bayrou. Antoine Peillon, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste. Vous publiez chez Don Quichotte « Voter, c'est abdiquer ». Ranimons la démocratie. Et ranimons la démocratie, oui. Effectivement. Pour commencer, qu'est-ce qui vous a conduit chacun à vous lancer dans cet appel au boycott de la présidentielle, le moment le plus fort de notre vie politique? Antoine Peillon. C'est en fait quelque chose de presque intime, en fait. C'est un mouvement personnel, intérieur. J'ai été toute ma vie d'adulte, depuis l'âge de 18 ans, j'ai fait partie de ceux qui ont pu voter à partir de l'âge de 18 ans, électeur. J'ai même été électeur souvent pour un seul camp, qui était le camp de la gauche, j'ai aucun problème à le dire, et voir même plus précisément pour les candidats ou pour le Parti socialiste. Et puis, j'ai eu une sorte de haut le cœur. Récemment, c'était en 2015, à l'occasion des élections régionales, où une goutte a fait déborder le vase, parce que le vase était déjà très plein depuis, en fait, le début des années 80. Une goutte a fait déborder le vase, qui était ma connaissance toujours accumulée de ce qu'on appelle globalement la corruption. Je travaille sur ces sujets depuis 30 ans. J'ai fait l'affaire Carignon, c'est dès 1994, mais j'ai travaillé, comme le fait beaucoup Mediapart, et parfois d'ailleurs en confraternité avec Mediapart, sur l'évasion fiscale pour les plus récentes affaires UBS et puis Cahuzac. Et donc, il y a eu un moment donné où les noms que je voyais sur les bulletins de vote étaient des noms que je connaissais, soit sur des comptes non déclarés, soit sur des procédures qui relèvent de la corruption. Et donc j'ai été jusqu'à l'isoloir, et là j'ai déchiré le bulletin qui aurait été celui de mon camp, et j'ai mis l'enveloppe avec le bulletin déchiré dans l'urne. Quasi dans un mouvement pulsionnel, inconscient, voilà, c'est le... Je ne sais pas si c'est le ça ou le surmoi qui a parlé. Peu importe, moi je pense, on pourrait dire aussi c'est le Saint-Esprit. De ce jour-là, je me suis dit, mais comment as-tu pu jusqu'ici voter pour cela? Comment as-tu pu, toi qui es militant, toi qui es syndicaliste, toi qui travailles sur les écuries d'Augias de la République, comment as-tu pu continuer comme un bon petit soldat à voter jusqu'alors? Et là, j'ai fait une sorte d'introspection critique. Elles sont toujours relatives, hein, c'est toujours partiel. Mais je me suis dit, tu es un bourgeois, tu as été éduqué dans une famille extrêmement valeureuse, hein, je ne sais pas le problème, mais qui était dans une discipline partisane. Tu as voté parce que tu étais reconnu par les tiens et par tes amis, faisant partie de leur bonne société, comme moi-même j'exigeais de mes amis et de mon entourage, qu'ils se fassent reconnaître par moi comme faisant partie de la même bonne société, en disant « je vote, je vais voter, j'ai voté ».
Alors vous, Antoine Oui. Bueno, vous, c'est un petit peu contradictoire, on a envie de se dire, vous avez été une des anciennes plumes de François Bayrou, qui a aujourd'hui rejoint le mouvement En Marche d'Emmanuel Macron. Vous êtes administrateur au sein du groupe centriste au Sénat, donc Oui. vraiment, n'est-ce pas un peu contradictoire d'appeler dans un livre à bouder les urnes alors que vous-même, vous êtes au cœur de la machine politique? Oui, bah alors c'est absolument pas contradictoire. Si j'étais médecin et que j'écrivais un livre sur la médecine, vous ne trouveriez pas ça contradictoire. Au contraire, c'est bien parce que je connais, je suis particulièrement informé du système de la représentation, en particulier du système parlementaire, que je sais quelles sont ses qualités, quels sont ses atouts, mais aussi quelles sont ses limites et comment il pourrait être amélioré. Et puis par ailleurs, vous l'avez dit, je travaille pour les centristes. Qu'est-ce qui se passe quand on arrive au centrisme? Eh bien, d'abord, on commence par rejeter quelque chose, c'est le clivage gauche-droite. Et puis, si on va un petit peu plus loin dans la démarche, c'est ce qui m'est arrivé, du clivage gauche-droite, on en vient à refuser tous les clivages partisans, le système des partis, et à réévaluer l'ensemble de ce mode de sélection des gouvernants. Et en écoutant bien la réponse à votre première question d'Antoine Peillon, je vois à quel point on est complémentaires, parce qu'il y a un gros point commun, c'est que nous ne sommes pas des abstentionnistes, je dirais, originels. Dans la préface que Michel Onfray m'a fait l'honneur de produire pour mon livre, il explique qu'effectivement, on peut s'abstenir depuis toujours, mais on peut aussi venir à l'abstention. Ça peut être un cheminement de pensée. On peut commencer, je crois que c'était pour tous deux le cas, par être extrêmement enthousiaste. Quand on a 18 ans, la première fois qu'on vote, c'est pas rien quand même, c'est quelque chose. On a l'impression qu'on franchit un pas, qu'on est devenu effectivement un citoyen, que sa voix va compter. Moi, j'étais tellement au taquet qu'après avoir voté, j'ai fait le dépouillement. Enfin, vraiment, voilà, c'était quelque chose qui comptait. Et puis, progressivement, on peut en venir à se poser des questions. Et c'est là qu'on va avoir une divergence et une vraie complémentarité avec Antoine. C'est que moi, contrairement d'ailleurs à ce que le titre de mon livre, No vote avec un point d'exclamation, pourrait laisser penser, à l'origine de cette démarche, il n'y a pas du tout, il n'y a rien de pulsionnel, il n'y a pas d'énervement, il y a peut-être un léger agacement, mais rien d'autre. Et il y a surtout un constat, parce que mon livre est un démontage, mais je dirais froid, analytique de notre système institutionnel, une quête de cette malheureusement introuvable utilité du vote, une utilité qui, si elle n'est pas nulle, au moins est extrêmement diluée. Et chemin faisant dans cette quête-là, je suis revenu bredouille quant à l'utilité du vote. En revanche, j'ai trouvé un autre gibier que j'attendais pas du tout, c'est l'utilité du non-vote, c'est-à-dire l'utilité de l'abstention, le fait que l'abstention, même si c'est une idée un peu abstraite, en tout cas pas intuitive, l'abstention est effectivement réformatrice et pourrait le devenir encore plus à l'avenir. Alors on va y venir, mais avant tout, en France, l'abstention, elle est loin d'être considérée comme un acte politique, c'est même plutôt le contraire. Quand on annonce autour de soi qu'on s'abstient, on nous regarde avec des regards noirs plutôt réprobateurs, et on assimile l'abstention à une forme de repli sur soi, de désintérêt de la vie politique, et surtout un manquement à ses devoirs civiques qui ferait le lit du Front National et qui ouvrirait les portes du pouvoir à l'extrême droite. Vous nous dites que l'abstention, c'est une forme de vote quelque part, en fait, que c'est un signe de vitalité démocratique. Pourquoi? Ça n'est pas un vote. Hein. Ça serait un peu paradoxal que l'abstention soit un vote. C'est un acte politique. Ça relève plus d'une philosophie politique qui est celle de l'action directe. Un mot, deux mots qui ont été évidemment mis au caniveau du fait d'un groupe terroriste manipulé par certaines polices qui ont brisé ce que représentait assez magnifiquement l'idée d'action directe dans notre histoire. Et ça commence dès la Révolution française. Beaucoup de gens et beaucoup de démocrates, et surtout avant la Révolution française déjà, considéraient que quand ils avaient quelque chose à réformer, voire une révolution à faire, parce qu'il n'y a pas que la réforme, ça ne passait pas par un bulletin de vote. Ça passait par des actes, y compris d'engagement physique. Ça passait par une présence de tout son être, et non pas d'un bout de papier. Et donc, cette abstention symbolique, et je crois que le scrutin de 2017 va vraiment, pour la première fois depuis longtemps, porter cette idée, c'est une rupture avec un lieu commun, avec une idée matraquée, qui est que la démocratie se résume au vote. Que nous sommes démocrates si nous votons, en condition sine qua non. Oui, mais je pourrais vous dire quelle société, quelle démocratie sans vote?
Eh ben, au contraire. Vous qui en plus avez une formation d'historien... Ben justement. Il y a justement, avant le vote, et surtout le vote tel que nous le pratiquons, plusieurs siècles de démocratie. Ça commence à Athènes, au IVe siècle avant Jésus-Christ, et ça ne passait pas par le vote, il y avait des procédures de tirage au sort. Il y avait surtout une chose fondamentale, c'est que chaque citoyen, pour ceux qui pouvaient être citoyens, enfin ça représentait plus du 10e de la population totale. Donc pas les esclaves, pas les femmes, etc. Mais il n'empêche qu'à Athènes, 400 000 personnes, Athènes classique, 400 000 personnes, au moins 40 000 personnes pour prendre la moindre décision publique d'importance. Ça veut dire que chaque citoyen était législateur. On sait très bien, pour faire un bond dans l'histoire, que Jean-Jacques Rousseau, 1762, le contrat social, à Genève, qu'est-ce qu'il constate déjà avec la Genève de Calvin, et en même temps, qu'est-ce qu'il rêve? C'est une société où chaque citoyen est législateur. Quand il parle du souverain, c'est qu'il vomit, il y a des pages d'une violence inouïe, il vomit les délégués, il vomit les élus. Il dit, si c'est comme ça, comme c'est en Angleterre, il dénonce d'ailleurs l'Angleterre, il dit, c'est un renoncement total et honteux à la démocratie. Eh bien, dans notre société, on a inventé le suffrage universel à partir de 1848 sur la mort d'une révolution. C'est-à-dire qu'à la suite d'une révolution populaire, c'est la bourgeoisie qui réanime une idée d'un autre bourgeois ecclésiastique d'ailleurs, un certain Sieyès, qui, au cœur de la Révolution française, explique que la Révolution, c'est bien pour rétablir certains équilibres de pouvoir, qu'il faut qu'en aucun cas ce soit la démocratie, qu'en aucun cas le peuple soit son souverain. Il faut pour ça donc établir la représentation. Et à partir de ce moment-là, et surtout du 9 Thermidor, on coupe la tête à Robespierre, on a deux républiques. On a une république populaire qui fait de temps en temps une révolution et pour laquelle le suffrage universel est une façon de le contenir, et une république bourgeoise qui considère que pour maintenir l'ordre, pour dominer, pour éventuellement exploiter ce peuple, eh bien, il faut renforcer l'élection. Élection qui est une procédure qui a toujours été dans l'histoire aristocratique. Ne se choisissait par élection que les nobles dans la noblesse et les ecclésiastiques au sein des monastères ou au sein de l'Église plus en général. Antoine Bueno, vous êtes d'accord avec Alors, je suis complètement d'accord. Pour le dire sous son contrôle de manière très synthétique, historiquement, le vote a été conçu comme un mode alternatif à la démocratie, justement. Sieyès l'exprimait extrêmement clairement. Il fallait trouver un mode de gouvernement qui soit inédit, nouveau, qui est le nôtre, qui est celui d'une oligarchie élective, celui de la représentation par le vote, et qui soit un régime intermédiaire entre deux choses, la monarchie absolue qu'il quittait et la démocratie directe, par nature, dont il ne voulait pas. Mais pour revenir au présent, ce qui se passe avec cette élection présidentielle est assez étonnant et d'ailleurs aussi extrêmement intéressant, c'est qu'on a une véritable recomposition, où il semblerait, du champ politique, avec cette offre présidentielle qui est pour le moins novatrice. On a deux grands partis de gouvernement qui sont laminés, l'un par l'idéalisme supposé de ses propositions, l'autre par les affaires. On a en embuscade des extrêmes qui ne font que monter et dont l'une, l'extrême droite, quasiment assurée, personne ne remet ça en cause, de se retrouver au second tour. Et au milieu de tout ça, un aventurier, un homo novus, un homme nouveau, qu'on ne connaissait pas il y a encore 7-8 mois. Enfin, un homme nouveau, je veux dire homme nouveau dans le champ politique, homme nouveau arrivé pour les sans gens, parti. que les gens, pas le système et les réseaux le connaissaient parfaitement. On est entendu là-dessus. Mais je veux dire, les gens, le grand public l'a découvert récemment et surtout découvert comme homme politique et qui semble devoir rafler la mise. Et dans cette recomposition générale, Emmanuel Macron pour que Emmanuel ceux Macron, qui nous oui, écoutent, c'est difficile de pas parce que mais je pense que les gens ont assez bien reconnu qui était qui à mais travers ce que je voulais dire, c'est que dans cette recomposition du champ politique, il y a aussi une structuration et une découverte d'un continent nouveau. Il n'est pas si nouveau en fait, ça fait longtemps qu'il existe, c'est le continent des abstentionnistes. Je dis continent parce que c'est énormément de monde, ça va de 8 à 25 millions de nos concitoyens quand même. Et ce qu'on découvre, c'est ce que vous avez dit au départ, c'est que ces gens-là en réalité ont une démarche politique et mieux encore, et c'est totalement historique, que maintenant ils prennent la parole, ils se structurent pour exprimer les raisons de leur refus d'aller voter
voter et peut-être même les raisons qui les conduiraient à retourner aux urnes. Ça, c'est très important parce que ça conduit à une forme on diverge un petit peu là-dessus, mais pour moi, en tout cas, ça conduit à l'émergence d'une négociation entre des citoyens abstentionnistes qui ne font plus que donner leur voix, mais qui vont la négocier demain pour pouvoir obtenir des réformes institutionnelles. Et ça change tout. Et ne devriez-vous pas plutôt militer aussi pour la reconnaissance du vote blanc, par exemple, qui signifie une insatisfaction avec l'offre électorale, mais un intérêt pour la politique, oui. Et s'il était comptabilisé, ben, je crois même il faudrait recompter, mais François Hollande n'aurait pas été légitime en 2012. Peut-être diverger sur ce point, mais il est très intéressant. Oui. Je t'en prie. Mais parce qu'actuellement, aujourd'hui, voter blanc, c'est quand même renforcer la participation et donc la légitimité de l'élu. Mais si on revoyait tout ce système, ça pourrait ouvrir une crise inédite en matière de légitimité. Alors, essayons d'exposer factuellement les choses de la manière la plus claire possible. D'un point de vue symbolique, le vote blanc, pour moi, est supérieur à l'abstention, parce qu'il est sans ambiguïté. Au moins, on vote blanc, ça veut dire qu'on s'intéresse à la politique, mais que, malheureusement, on rejette soit le système, soit l'offre électorale. Le problème, c'est que dans le cadre législatif actuel, vous l'avez dit, voter blanc, c'est encore voter, donc augmenter le taux de participation, donc la légitimité de celui ou de celle qui va être élu, c'est-à-dire le résultat exactement inverse de celui qui a été recherché, et en plus ça sert absolument à rien, puisque ça n'est pas comptabilisé dans les suffrages exprimés. Et donc, moi si j'en appelle à une structuration de l'abstention, c'est un coup de billard à deux bandes. L'abstention doit se structurer à minima pour obtenir la reconnaissance du vote blanc, et une fois que ce sera le cas, à condition que ce soit un vote blanc non platonique, qui remette véritablement en cause l'élection qui a échoué, que ceux qui se sont présentés une fois et n'ont pas réussi à mobiliser l'électorat ne puissent plus se représenter, alors là oui, dans ces conditions, vous réintégrez tous les abstentionnistes politisés dans le jeu électoral classique. Alors là, on diverge franchement parce que pour moi, le vote blanc est peut-être le dernier degré du désintérêt politique, justement. Le dernier degré, le degré ultime du renoncement à son pouvoir, à sa petite souveraineté politique personnelle. Pourquoi ? Parce que tout d'abord, c'est voté dans le cadre d'un système institutionnel, comme Antoine Bueno vient très bien de le décrire, qui va être validé, qui va être renforcé par ce vote blanc dans les conditions actuelles. Dans les conditions où il serait comptabilisé, c'est une façon de dire, dans l'offre, et là on est dans une mentalité peut-être un petit peu commerciale, dans l'offre politique qui se présente à moi, rien ne me convient, et donc c'est ma petite façon de protester. Juste, on peut voter blanc contre le système globalement. À ce moment-là, il vaut mieux ne pas voter, et je pense que l'expression publique et l'expression dynamique de l'abstention est beaucoup plus révolutionnaire par rapport à l'institution qu'un vote blanc qui est encore validé, le fait qu'on organise des élections de cette manière-là. Oui, mais le vote blanc, il est quand même clair, il dit « je ne suis pas satisfait de l'offre électorale ». Oui, mais voilà, c'est une attitude de consumériste. À mon avis, elle n'a rien à voir avec l'attitude citoyenne. L'attitude citoyenne, elle est bien en amont. Elle est dans l'idéal une action de chacun et de tous collectivement pour que l'offre politique ou que pour la représentation qui se présente à nous, elle soit viable, elle soit valable. C'est le combat quotidien des associations, des syndicats, des citoyens dans toutes les formes d'organisation un peu collectives pour que justement il n'y ait plus à voter blanc. Pour que ceux qui vont être par un moyen ou un autre, je pense que la question du tirage au sort est intéressante, qui vont être aux affaires, aux responsabilités, à la charge de gouverner, eh bien, soient véritablement légitimes. Et qu'à ce moment-là, la question du vote blanc ne se pose plus. L'enjeu, là, pour l'élection de 2017, il est, de mon point de vue, un enjeu de renversement, de révolution. J'ai pas peur de ce mot. Et pour que l'on n'en finisse radicalement avec la Ve République, voire avec la démocratie représentative, même bricolée, améliorée, eh bien, il faut s'abstenir. Et il ne faut pas seulement s'abstenir, il faut descendre dans la rue. Il faut que les 2 jours de scrutin, nous soyons les plus nombreux possibles à faire forum, à faire assemblée, que nous pique-niquions ensemble, que nous parlions politique et que nous échangions nos projets. Comme déjà ça se fait de toute façon, je crois que le mouvement Nuit debout, mais il y a des mouvements au niveau international qui sont dans ce sens-là. Tout le reste est d'une futilité politique incroyable. Comment
comment structurer les abstentionnistes, comment devenir une force politique et surtout comment l'abstention peut-elle être réformatrice? Mais alors, c'est là que je ne mesurais pas à quel point on a une vraie ligne de fracture, une vraie divergence. Et maintenant, je comprends mieux. En fait, Antoine Payon est révolutionnaire, on peut le dire. Aucun problème. Voilà, aucun problème. Oui. Moi, pas du tout. Robespierriste même. C'est vrai que, n'ayant pas peur des mots, alors moi, j'endosserai jamais les habits sanglants de Robespierre. Ça, je ne tremperai jamais là-dedans. Moi, effectivement, ma critique du système représentatif conduit à le réformer, parce qu'il y a deux possibilités, je vais vous dire comment, ou le réformer, ou bien passer à autre chose, puisque nous sommes dans un cadre républicain, donc si on le réforme, on passe à la fameuse 6e République, pourquoi pas, et si on passe à autre chose, c'est-à-dire par exemple, ça a été évoqué au tirage au sort, là on entre dans un cadre démocratique, donc on passe de la République à la démocratie. Pourquoi pas? Moi j'appelle ça également de mes voeux. Comment est-ce que l'abstention est réformatrice aujourd'hui? Comment elle le sera encore plus demain? Elle est réformatrice aujourd'hui tout simplement parce que toutes les réformes de modernisation entre guillemets du système représentatif qui sont intervenues depuis 25-30 ans l'ont été pour de multiples raisons. Quand je parle de réforme, c'est très varié, ça peut être le quinquennat, ça peut être les lois de financement de la vie publique, ça peut être le cumul des mandats, etc., etc. Tout ça a été fait pour des raisons diverses, mais en particulier sur le fondement d'un baromètre quantitatif qui était l'abstention. Donc l'abstention est effectivement réformatrice, mais il est vrai, réformatrice à l'aveuglette, réformatrice en laissant le soin à l'offre politique, aux gouvernants, d'interpréter les moyens qui pourraient, d'une manière ou d'une autre, ramener les brebis égarées à l'isoloir. Comment demain les choses pourraient changer? Eh bien, tout simplement, vous pouvez avoir 1 million d'abstentionnistes déclarés. Je dis 1 million parce que ce n'est pas anodin comme chiffre, ça représente 3% des votants. C'est les 3% qui font qu'on passe au second tour de l'élection présidentielle ou pas. Elle ferait cruellement défaut, peut-être demain à François Fillon ou à d'autres candidats, je ne sais pas. Et donc, ce million-là dit, nous on est des abstentionnistes déclarés, mais on est prêt à voter pour celui ou celle qui s'engage à mettre en œuvre telle ou telle réforme institutionnelle, au hasard, par exemple, la reconnaissance du vote blanc ou le mandat présidentiel unique. Je dis ça parce que c'est deux réformes institutionnelles qui me semblent essentielles. Et là, vous commencez à avoir une négociation, un bras de fer entre l'offre électorale qui émerge, là où aujourd'hui le rapport de force est totalement déséquilibré. Oui, effectivement. Je bois du petit lait. Non. Vous êtes dans une vraie ligne de fracture et il y a un vrai rejet du système. C'est une dialectique, ce n'est pas une opposition du tout. Les révolutionnaires aiment et soutiennent les réformistes parce que, en fait, ce sont les deux mains d'un même être. C'est un être qui veut avancer, qui veut bouger. Élisée Reclus, dont j'ai pris pour le titre de mon livre « Voter, c'est abdiquer », c'est une citation d'Élisée Reclus, très grand géographe, anarchiste de la fin du 19e siècle, a fait un livre magnifique qui s'appelait « Évolution et révolution ». C'est-à-dire qu'opposer la révolution, et quand il pensait évolution, c'était déjà Darwin, c'était cette nature qui nous montre qu'elle procède par avancée progressive, qu'elle est dans cette réforme qui doit être constante. Je suis réformé d'un point de vue religieux. On dit la réforme réformante, elle doit sans cesse se refaire. Eh bien, elle procède aussi par paliers. Il y a des moments où tout d'un coup le ruisseau a une petite cascade. Et c'est là qu'est la révolution. Elle n'est pas la guillotine qui est très fantasmée sur Robespierre. Non, Antoine, on en débattra sûrement plus à fond tous les deux parce que c'est absolument passionnant. Juste une toute petite incise. Je vais vous dire pourquoi moi je me méfie énormément des révolutions. Parce que pour moi, c'est la grande erreur du siècle passé, l'idée que les forces du progrès doivent prendre le pouvoir. Quand on prend le pouvoir, on ne fait in fine que remplacer une oligarchie par une autre, des privilégiés par d'autres, avec beaucoup de sang. Et le truc, c'est qu'à partir du moment où on a le pouvoir, on est le pouvoir. Et on n'a plus de raison de modifier un système qui vous a porté à sa tête. Et là, nous sommes encore d'accord. Ah bah formidable. Alors il faut arrêter d'être révolutionnaire. Parce que ce sont des révolutions qui ont échoué. La pire d'entre elles, celle de 1917. Une révolution ne peut qu'échouer. Non, elle ne peut pas qu'échouer quand elle vise quelque chose qui est à plus long terme que ce qu'elle aura produit comme prise de pouvoir. Et tu sais, quand on pense à 1789, nous tous, c'est quelque chose qui nous apporte beaucoup plus que ce que ça nous retire en termes d'humanité. Oui. Quand on pense à 1848, c'est pareil. Non, mais... Quand on pense à la Commune de Paris, elle est très chère à mon cœur. Beaucoup de violence, de part et d'autre, des monstruosités. C'est pas ça que nous voulons retenir de l'histoire. En revanche, il s'est passé dans la Commune de Paris, il y a eu des paroles, il y a eu des actes, il y a eu même des productions esthétiques qui sont aujourd'hui notre patrimoine et qui ont fait avancer l'humanité. C'est ça que je veux dire. Oui. C'est pas une validation. Il ne faut pas oublier après 1789, 1793, et ça, moi, je tiens vraiment à l'affirmer.
Mais oui, on sera encore d'accord là-dessus. D'accord. Il n'empêche qu'il y a 1789. Alors là, on parle d'une abstention qui est donc l'abstention comme un acte politique chez des gens qui sont très politisés, éduqués, etc. Mais il ne faut pas oublier que la population des abstentionnistes est loin d'être homogène et stable et qu'on oublie tous ceux qui sont, pour reprendre l'autre formule d'Anne Muxel, qui est donc de parler des abstentionnistes hors jeu, donc que l'on trouve plutôt dans les classes populaires, enfin les déclassés, etc. Aujourd'hui. Et oui, c'est ça. Et non, mais justement, en surpolitisant l'abstention, comme vous êtes en train de le faire, est-ce qu'on ne dissimule pas les inégalités face au vote Alors, personnellement, je suis aujourd'hui convaincu du contraire. J'ai longtemps évidemment pensé comme ça, parce qu'il y avait aussi une sorte de doxa, qui était une péjoration de l'abstention, et on renvoyait, de ce point de vue-là, une sociologue, Céline Braconnier, ne cesse encore aujourd'hui de développer cette thèse, alors qu'elle est très ancienne, elle repose sur des travaux anciens de sa part, que mais elle est réelle, il suffit d'aller dans les quartiers populaires. Mais justement, vous verrez, non, il y a quand même des gens qui sont en retrait total et en décrochage total de la politique politique. Chez les jeunes gens qui sont allés à l'université et qui même, y compris, bénéficient de situations socio-professionnelles stabilisées, sécurisées, que de gens qui sont dans la marginalité sociale et éventuellement dans un défaut d'éducation. Ce facteur discriminant-là, il n'existe plus. Il va falloir qu'on se le mette dans la tête. Tous les sondages récents, les travaux plus avancés, encore d'une autre sociologue que vous avez citée, montrent que le seul facteur discriminant aujourd'hui est la classe d'âge. Et ça, c'est passionnant. C'est quelque chose de très important et de totalement factuel. Quand vous allez voir les gens qui déclarent être abstentionnistes, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Il y en a très très peu qui vous disent « ça m'intéresse pas, c'est pas mon business », pour dire des choses encore plus vulgairement dans les quartiers « je m'en bats les couilles », tout ça. Rien à foutre dont on nous parle maintenant. C'est pas du tout, pas du tout. Les gens disent à peu près toujours la même chose. On nous prend pour des cons, c'est tous les mêmes, on nous a fait des promesses, elles n'ont jamais été tenues. Etc., etc. La corruption, ça, facteur fondamental. Tout ça, ce sont des raisons politiques. Alors, vous pourrez me dire, c'est peu documenté, c'est peu intellectualisé, c'est vrai, hein, c'est vrai que c'est peu réfléchi, peut-être, mais ce sont des raisons politiques. Là-dessus, je ne suis pas d'accord. C'est très réfléchi. Il y a un mépris du peuple. Il y a un mépris, on l'a vu encore à propos de M. Poutou dans ce débat télévisé. Des gens qui ne s'expriment pas comme on s'exprime quand on est sorti de Sciences Po, eh bien, ne réfléchissent pas, ne gambergent pas. J'ai fait pendant 1 an, en 1992, un reportage avec un grand photographe, Yann Morvan. On appelait ça les nouveaux pauvres. C'était les premiers SDF de notre époque. On a passé 1 an à leur contact. Nous avons appris comme nous n'avons jamais appris sur l'intelligence humaine, sur l'intelligence de la politique. Sauf que, bien sûr, ça n'est pas le discours langue de bois qu'on apprend à l'ENA, qui, lui, va être juge de l'intelligence des gens qui ne sont pas passés par l'école. Ça suffit, ce scandale de discrimination culturelle et sociale qui écrase notre pays et qui produit, oui, c'est vrai, une protestation qui est aussi la protestation populiste. Le Front National, la responsabilité, c'est l'encadrement de ce pays. Ce sont les élites de ce pays. Ce sont ceux qui ont magouillé avec le Front National parce qu'ils partagent, in fine, la corruption et la richesse, on le sait très bien, avec Madame Le Pen. Je veux compléter ce qui vient d'être dit parce que, vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a une défiance vis-à-vis de tout le système représentatif et quand les gens sont appelés aux urnes pour exprimer cette défiance, ce refus, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font 2 choses. Soit, malheureusement, ils votent Front National, soit ils s'abstiennent. Or, dans l'imaginaire collectif, eh ben, les 2 actes n'ont plus du tout la même symbolique puisque le vote FN est complètement décomplexé alors que s'abstenir, ça reste honteux. On marche sur la tête. Donc on peut venir sur les plateaux et faire campagne pour le FN et ça pose à peu près plus de problèmes, c'est accepté. C'est très bienvenu. Voilà, alors que en appeler à l'abstention, ça reste de la provocation et une attitude non citoyenne. Rien que pour ça, c'est rien que pour ça que j'ai écrit ce livre, pour au moins contrebalancer les choses et dire directement aux électeurs du FN, parce que en tout cas je considère que c'est mon cœur de cible, leur dire que si on veut contester et protester, l'acte majeur c'est l'abstention et surtout pas le vote FN. J'adhère à 100%. Et c'est aussi comme ça que j'oppose une abstention utile à ce fameux vote utile qui est une niaiserie, une manipulation totale. Ceux à qui nous parlons d'abord, ce ne sont pas les gens qui vont voter Macron. Ce sont les gens qui hésitent
éventuellement à voter FN pour Oui. les motifs qui Oui. viennent d'être dits par Antoine Bueno. Ce sont les gens dont Bernard Stiegler, un très grand sociologue et philosophe, nous dit qu'il faut les soigner au bon sens du mot soigner, du soin, du respect, de l'attention, et surtout pas cet écrasement socio-économique qu'on leur assène depuis tellement longtemps. Eh bien, c'est à eux qu'on s'adresse en disant la vraie protestation. Ça ne va pas être ce bulletin pour quelqu'un de corrompu au dernier degré et qui a fait une fortune, dont le père a fait une fortune sur une véritable arnaque. C'est de s'abstenir, de descendre dans la rue, c'est d'agir quotidiennement, de souhaiter la réforme révolutionnaire que nous disons, qui fera qu'ils deviendront, eux, souverains, que le peuple deviendra souverain. En gros, la quenelle, c'est l'abstention et c'est pas le vote FN. Rendez-vous le 23 avril au soir pour connaître ce taux d'abstention qui sera effectivement très important Sans doute. et certainement décisif pour la suite. Je veux juste saluer le courage d'Antoine Bueno, parce que le livre qu'il a fait, qui est remarquable, c'est aussi un acte de courage, parce qu'il vient de le dire. Il vaut mieux aujourd'hui, et même quand on a un petit costard-cravate, se déclarer soutien de Marine Le Pen que de dire... Ou de Macron. Ou de Macron, n'en parlons même pas, mais même de Marine Le Pen, que de dire réfléchissez, réfléchissez. On peut s'abstenir et même parfois on doit s'abstenir. C'est un très grand courage, d'autant que vous l'avez souligné, il travaille dans un contexte où il pourrait y avoir confusion, où des gens qui ne veulent pas réfléchir ne comprendraient pas qu'on puisse travailler au Sénat comme il le fait et en même temps déployer les meilleurs arguments, les plus rationnels, les plus sérieux en faveur de l'abstention. Je tiens beaucoup à le dire. Merci à tous les deux d'être venus à Mediapart et à très bientôt pour un prochain débat dans nos studios.